BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Et notre invitée, c'est celle qui est en charge de la loi Pacte à l'Assemblée nationale, Olivia Grégoire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée La République En Marche, bien sûr, et vous êtes présidente de cette commission spéciale chargée d'examiner, à partir d'aujourd'hui, justement, ce texte un peu tentaculaire. Il y a moins de 1000 pages, il y a 962 pages, si mes souvenirs sont bons. On va vérifier, vous êtes venu avec, c'est très bien. 73 articles. On va revenir là-dessus. Juste, vous avez vu, évidemment, cette déclaration du président de la République qui invite son gouvernement à tenir face au défi. Ça veut dire quand même que ça tangue, il faut tenir la barre. C'est un peu dur en ce moment, donc c'est forcément un peu dur pour vous, pour la majorité à l'Assemblée nationale. J'étais contente d'entendre le président dire ce que j'ai déjà dit à certains de vos confrères dès hier. Moi, j'aimerais qu'on m'indique des rentrées politiques à J plus 15 ou 16 mois d'une élection qui a été la nôtre dans des conditions pas forcément évidentes et qui dispose d'une rentrée absolument parfaite. Je suis absolument pas étonné que la rentrée soit difficile. Premièrement, et le président l'a dit clairement ce matin, on rentre dans le dur, on va pas se mentir. On attaque des réformes hyper techniques, structurelles, à commencer par le pacte. Il va falloir expliquer et pas expliquer entre initiés, expliquer aux Français ce qu'on fait concrètement pour améliorer leur vie au quotidien. Donc on entre dans le dur et je trouve absolument normal que ça tangue un peu, que ça se tende. Et oui, il faut tenir. C'est dans ces moments qu'on reconnaît la solidité d'une majorité et il faut qu'on tienne. Le plus gros défi à vos yeux, c'est quoi? C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y avait un point essentiel, c'est la fiscalité, c'est un peu le ras-bol fiscal, là, quand même. On voit bien, c'est l'absence de visibilité, c'est compliqué. Même nous, on y perd un peu notre latin, donc peut-être vous aussi. C'est la question du pouvoir d'achat. C'est quoi le cap à tenir pour vous, alors, Olivia Grégoire? Je vais vous dire une chose, je pense que ce qui est en face de nous et ce que nous vivons dans notre chair aujourd'hui, c'est lié à la malédiction du politique. Et la malédiction du politique, c'est le temps long. Vous parlez de latin, moi j'adore aussi le grec. C'est Pierre Jox qui disait il y a 30 ans, la malédiction du politique, c'est l'hystérésis. Décalage entre effet et cause. Il y a un temps incommensurable, et je le vois, entre le moment où on vote une réforme et au moment où le Français voit l'effet concret. Le temps long, ce que dit le président, est aujourd'hui notre principal ennemi. Nous devons expliquer que nous faisons, même si les résultats sonnants et trébuchants mènent toujours un peu de temps à arriver. C'est aussi ce que disait Nicolas Hulot avec émotion sur les petits pas. C'est ça la politique, c'est aussi son ingratitude. Mais vous pouvez être persuadé qu'on travaille chaque jour, mais c'est à nous de le démontrer et de démontrer que ça arrive dans le quotidien des Français. Ce temps est compliqué à habiter. Oui, et puis c'est tout le problème de timing, effectivement. C'est la perception des Français, en l'occurrence. Est-ce que, puisque vous en parlez, donc Nicolas Hulot qui a cédé la place à François de Rugy, qui quitte donc le perchoir à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui est le président de votre groupe, s'est porté candidat, mais il y a une femme, il y a d'autres députés. Il va avoir beaucoup de candidatures, ça veut dire quoi? Bon, déjà un remaniement. Combien, vous savez combien? Alors, à ce soir minuit, nous ne savons pas. Effectivement, et vous avez raison de le rappeler, c'est ce soir minuit pour les deux postes, le dépôt de candidature. Je vais donc devancer votre question. Moi, je suis assez basique. J'attends l'ensemble des candidats pour effectuer mon choix. Il y a des candidats qui naturellement ont une forme de légitimité. Il y a effectivement d'autres candidats qui se font connaître aujourd'hui, notamment des femmes. Vous savez, moi j'ai pendant un an entendu le procès en godillerie. Bon, là vous avez des gens qui prennent leur risque et qui se lancent dans la candidature. Je trouve que ça témoigne plutôt d'un groupe qui est plus adolescent qu'enfant, qui respire, et de gens qui sont prêts à prendre leur risque. C'est plutôt sain. On dit que ça pourrait être une femme, en l'occurrence, c'est vrai. Vous, ça vous tentait pas? Alors moi, voilà, matin, midi et soir, au petit déjeuner, au coucher, c'est le pacte, j'en ai pour plusieurs mois. Je pense que c'est un texte assez fondamental. J'ai l'honneur de présider la commission spéciale, 70 parlementaires, 30 d'opposition, 40 de la République En Marche. Un texte majeur, c'est une tâche qui m'occupe jour et nuit, et dans les mois qui viennent, j'aurai plaisir à rester à mon poste. Alors justement, ce texte d'abord, quel impact? Parce qu'il y a toujours une étude d'impact, quand il y a une loi qui va être discutée. On dit que ça pourrait être 1%, mais à quelle échéance? À la fin du quinquennat, quoi, en termes de croissance? Oui, alors, il y a effectivement l'étude, notamment du Trésor, qui a été publiée aujourd'hui et qui permet de se rendre compte de l'impact possible. Premièrement, je pense que ce qui est important de dire, c'est que le premier impact de la loi Pacte, c'est un impact psychologique, sur les seuils notamment, sur les liquidations notamment. C'est beaucoup de dispositions qui
sont d'abord et avant tout des dispositions de simplification, avant d'être des dispositions qui ont vocation à créer des emplois. On ne ment pas, hein, c'est écrit dans l'étude d'impact. Il y a toute une analyse qui est parfois contradictoire sur l'effet des seuils sur l'emploi. Je suis très clair là-dessus. L'effet des seuils, le principal, c'est une mesure de simplification et de désanxiogénisation de l'environnement de l'entrepreneur qui grandit. Donc la première chose qu'on doit attendre du pacte, c'est que créer, gérer, développer, internationaliser sa boîte, des sujets que vous gérez au quotidien, ce soit moins la galère, si je puis me permettre. Parce que c'est encore le parcours du combattant, et je l'ai vu il y a quelques années lorsque j'étais entrepreneuse. Quoi qu'on en dise, on a encore beaucoup de cailloux qui grèvent le chemin de l'entrepreneur. Oui, alors vous ne croyez pas si bien dire. Je recevais dans le RH Alain Griset, le patron de l'UDP, et qui disait, bon, l'effet de seuil, ben, nous, on a dit que le seuil important pour nous, c'est quand même 2 millions d'entreprises, hein, de petites entreprises, certes, mais enfin, c'est le premier employeur de France, ça, on se souvient de cette campagne. Il dit, moi, c'est pas le seuil de 20, on n'est jamais jusqu'à 20, c'est 10. Or, Bercy n'a pas voulu, parce que derrière, les collectivités locales qui sont là, il y a la taxe sur les transports, etc. Mais j'espère bien, je compte sur Olivia Grégoire pour arriver à la suppression de ce seuil de 10. Vous lui répondez quoi? Alors que je compte sur Alain Griset, puisqu'on a travaillé ensemble, on va pas se mentir, depuis des mois, c'est une co-construction avec les partenaires sociaux, avec les parlementaires, avec les syndicats. Depuis des mois, on a travaillé ensemble et je le remercie. Je compte aussi sur Alain Griset, ce qu'il fait en règle générale, pour reconnaître que déjà, on bouge. Ça fait 20 ans qu'on appelle de nos voeux que les seuils soient supprimés, du moins pour certains. Oui, mais pas pour lui, enfin pas pour lui quand je dis lui, et pas pour les 2 millions d'entreprises qui sont derrière lui. Nicolas Hulot, et je vais en reparler, a parlé des fameux lobbies. Bon, ce mot, moi, j'adore le français. On va parler de groupement d'intérêt ou de défense d'intérêt. Bon, Monsieur Griset défend les artisans. La CPME défend les PME. Le METI défend les ETI. Ils vont tous venir sur le plateau vous expliquer qu'il fallait toucher au seuil de 10 ou au seuil de 250 et que ce qu'on a fait, il fallait faire plus, il fallait faire moins. Ce qu'on fait, c'est là où ça blesse. Le seuil de 20 était un vrai seuil de bêta bloquant pour parvenir aux 50 et ensuite passer le cap vers le TI. J'entends ce que dit Monsieur Griset. On fait quand même un certain nombre de choses pour les toutes petites entreprises. Il le sait très bien. Il y a tout un volet EIRL dans le texte qui arrive. Oui, mais justement, il dit aussi... On est en pleine négociation. Il a des sujets de prédilection et nous sommes attentifs sur le conjoint collaborateur. C'est important pour les femmes et c'est important pour les artisans. Nous travaillons avec Matignon et avec le cabinet de Bruno Le Maire sur le sujet. J'ai bon espoir que on n'arrivera pas à tout faire sauter. Vous savez, vous le savez, ce sont des millions et des centaines de millions d'euros derrière les seuils. C'est un effort fiscal majeur. Ah ben absolument. On ne peut pas, dans le contexte actuel, tout faire sauter. J'ajoute à ça, et Bruno Le Maire l'a dit clairement, qu'il y a certains seuils qu'il nous faut aussi préserver, que nous avons aussi un droit social, que le seuil, ce sont aussi des obligations sociales pour certaines, et que nous ne faisons pas le grand soir des seuils, nous coupons là où ça fait mal et là où c'est démontré. Donc, exit la question du on est en égo pendant pendant des mois, donc on va voir. Comment ça se déroule au sein de la commission, puis au sein de l'hémicycle. Ce qui est sûr, c'est que le choix politique qui a été fait, et je suis derrière Bruno Le Maire, est de toucher à ce seuil de 20 et de mettre en pause le seuil de 50. On verra ce qu'on peut essayer de faire sur les plus petits seuils. Il y a beaucoup de choses dans le pacte pour les artisans, les commerçants, déjà. L'autre, déjà, ça y est, on a déjà été important. L'autre point important, en tous les cas, Bruno Le Maire a mis l'accent lorsqu'on a interviewé sur ce point-là, hein, c'est le forfait social. Donc là, pour le coup, c'est une mesure fiscale, suppression du forfait social, taxe de 20%. Vous pensez que ça doit produire ses effets quand ?
Ça produira ses effets dès l'an prochain, je pense. Et vous en attendez quoi? Alors, j'en attends très clairement... D'abord que les entrepreneurs s'en saisissent. Nous allons créer les conditions au-delà du texte de loi, parce que c'est compliqué, on va pas se mentir, des accords de participation et d'intéressement dans des petites entreprises de 15 ou 20 salariés, c'est pas évident de les mettre en place. Donc ça n'est pas que participation et intéressement et débrouillez-vous. Ce que nous faisons, c'est participation et intéressement. On améliore les dispositifs pour faciliter la distribution aux salariés. Et en même temps, avec Muriel Pénicaud et le cabinet Travail, on va mettre à disposition de l'ensemble des entrepreneurs, petits notamment, des accords de participation et d'intéressement génériques par branche pour qu'ils puissent très facilement développer ces accords. Si on met juste un texte sans accompagner, on n'y arrivera pas. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'on ait créé les conditions pour que les entrepreneurs s'en saisissent et puissent s'en saisir dès l'an prochain. Oui. L'autre, parce que c'est un peu le problème de ce texte, il y a tellement de choses. Pourquoi mais c'est le bonheur de ce texte. Oui, mais du coup, on l'appelle un peu la loi Macron 2, on l'appelle... non, vous m'avez entendu chez un de vos confrères ce matin, et je serai drastique là-dessus. Tout le pacte, rien que le pacte. Il y a là-dedans toute l'analyse du cycle de vie de l'entreprise, de sa création à sa mort. Dans ce texte, à chaque étage de la vie d'une boîte, on propose des solutions pour faciliter les vies de l'entreprise. Oui, enfin les privatisations, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec l'effet de seuil. Alors, vous savez pourquoi? Parce que la loi ne se résume pas à l'effet de seuil. Parce que le chapitre 2, qui traite du financement de l'économie, on fait comment? On aurait fait des incantations pour appeler au retour de l'actionnariat populaire, pour dire aux Français investissez dans nos entreprises, n'ayez crainte d'y aller. Il faut ramener l'investissement productif en France et arrêter de faire dormir vos euros dans des assurances vie qui ne nourrissent pas notre entreprise. Prise de risque, mais en même temps importante sur votre épargne retraite. Oui, mais ce qui est intéressant dans les privatisations, c'est que nous n'aurions pas eu les privatisations. Moi, je pense que nous aurions loupé le coche d'un actionnariat populaire et qui est stable et qui est sûr. Donc en ça, pour moi, le volet privat est très important puisqu'il permet aussi de répondre au volet financement et de dire où on va pouvoir investir. On a vu que l'État, je crois qu'il a gagné 13 milliards de plus-value sur son portefeuille qui s'élève à plus de 80 milliards. 800 milliards. Est-ce que la question c'est de se dire il faut aller un peu plus loin finalement parce qu'on a besoin de rester autant dans... Engie, ça fait partie du programme, mais il y a d'autres entreprises où l'État pourrait baisser sa participation. Est-ce que vous dites, bon allez, c'est 2,5 c'est un peu comme les seuils, si vous voulez... qui peut le plus, peut le moins. Voilà, bon, on démarre déjà quand même avec une certaine forme de courage. On attaque avec la Française des Jeux, avec ADP, qui est quand même un gros morceau. Bon, j'entends qu'on peut peut-être faire plus. Faisons déjà ça. Et Delphine Génie-Stéphane a eu raison ce matin de rappeler que pas de précipitation. Confondons pas les choses. Ce sont des sujets lourds, il faut expliquer aux Français, ce sont des modalités différentes. Ça va prendre un peu de temps, c'est technique. Voilà, on va déjà s'occuper de ce qu'on a mis dans le pacte avant de réfléchir à autre chose. Je pense que le challenge est déjà assez grand. Le volet qui vous semble important dans cette loi pacte, en fait, s'il fallait la résumer, ça serait quoi, Olivia Grégoire? Moi, il y a un volet qui me paraît très important parce que il porte la philosophie du texte et l'image du texte. Alors ça va vous étonner parce que c'est pas forcément ce dont on parle le plus. Des articles 14 aux articles 18. Alors moi je l'ai lu, mais alors rappelez-moi. Vous ne vous en rappelez pas par cœur. Non, je suis désolée. Les sujets sur le rebond. C'est quoi le rebond? Ce sont nos entrepreneurs qui passent des moments difficiles dans des procédures collectives, de médiation, de conciliation, de liquidation, et qui sont des entrepreneurs et veulent pouvoir rebondir et retenter leur chance, comme salariés ou comme entrepreneurs. Bon, c'est important parce qu'on s'adresse dans ces chapitres, non pas, vous savez, aux chefs d'entreprise, aux patrons, à cette espèce souvent de personnalité qui peut être un peu mal jugée. On s'adresse aux hommes et aux femmes qui prennent le risque de monter leur boîte. Aujourd'hui, en France, on est marqué au fer rouge quand on se plante. Il y a encore beaucoup de marquages qu'il nous faut lever. Ça, c'est important. Et ça peut paraître un peu éloigné du texte. Marquage psychologique, mais c'est important parce que vous avez dans ces articles-ci quelque chose d'important qui touche au droit des sûretés. Alors là, c'est atrocement technique, je vous l'accorde. Mais c'est fondamental. Parce que nous sommes contraints, dans le cadre européen, d'ici à 2019, de transposer la directive insolvabilité. Je la fais très courte, c'est l'ordre des créanciers lorsqu'une entreprise ne va pas bien, qui est rémunéré en premier en cas de faillite.
Derrière, c'est le sujet du financement de nos entreprises. Il y a aujourd'hui des situations très différentes en matière de droit des sûretés entre les États-Unis, l'Europe et notamment la France. Vous avez un article assez anodin, le 16, dans le pacte, qui porte l'ordonnance pour habiliter le gouvernement à transposer cette directive insolvabilité. Et concrètement, là, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, ça concrètement, c'est important parce que très concrètement, aujourd'hui, je prends un exemple. Pour l'instant, c'est les créanciers publics, c'est l'URSSAF, c'est ça qui passe en premier. Oui. Sujet que nous traitons aussi avec le privilège du Trésor, où nous faisons des modifications majeures sur la publication du privilège du Trésor. Ça va changer quoi? Ça va changer qu'aujourd'hui, une entreprise qui connaît une période difficile, elle n'arrive pas à trouver ce qu'on appelle de la new money, de l'argent qui vienne soutenir, soit pour recapitaliser, soit pour racheter, soit pour fusionner. Aujourd'hui, il faut qu'on parvienne, dans les entreprises qui ont parfois des moments un peu difficiles pour des raisons conjoncturelles, à faire en sorte que celui qui prend le risque d'aller mettre des sous dans une entreprise qui est en rebond ou en situation délicate puisse retrouver peut-être ses billes avant celui qui n'a pris aucun risque. C'est important parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ça et donc nous n'arrivons pas à financer nos entreprises en reprise. Et donc après, la loi Pacte, comment ça va se traduire en cas de difficulté? Alors après, je vous le dis parce qu'on aura le plaisir d'en reparler. Après, déjà, vous allez entendre parler pendant 24 mois, puisque l'ordonnance d'habilitation dure 24 mois, de ce sujet du droit des sûretés, du financement de nos entreprises et du sujet passionnant qui devrait vous passionner sur qu'est-ce qu'une entreprise économiquement viable. Oui. Voilà le sujet qui va s'ouvrir pendant 24 mois. Indépendamment de ça, juste après le pacte, et c'est important, le lien sera majeur avec le projet de loi de finances. Nombre de dispositions portent des dispositions fiscales. Je pense à la cession, à la transmission, notamment très importante pour les ETI avec le pacte Dutreil. Voilà un sujet qui va être en partie traité dans le pacte et finalisé dans le projet de loi de finances. Oui, bien sûr. Justement, sur la question de transmission, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, m'en parlait en disant que c'est un point important. Fondamental. Donc ça va être le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil est maintenu, mais il va être amélioré, mais de quelle manière? Quand ça fonctionne, il faut garder. Hommage à Renaud Dutreil, ça fonctionne 13 ans après, très bien. Force est de constater qu'aujourd'hui, de nombreuses réalités économiques peuvent faire vaciller ou annuler le pacte. Quand vous avez un changement de dirigeant, il y a aujourd'hui beaucoup d'instabilité sur des modifications de pacte. C'est pas facile de faire bouger un pacte Dutreil. On va faciliter ça. Deuxièmement, un pacte Dutreil, ce sont de multiples obligations déclaratives pour les entreprises qui le vivent. On doit pouvoir, c'est ce que je vous disais, simplifier, améliorer, faciliter ça. Ce sera en 2 temps. Oui, il y a une question quand même pour les entreprises familiales, hein, visiblement, parce que Philippe Dornano, qui est le président et vice-président du METI, Elisabeth Ducotet, vous les connaissez bien, il dit pour le plan familial, ça reste encore très compliqué. En l'occurrence, il y a quelques interrogations. Est-ce que vous allez, dans le cadre de la loi Pacte, les rassurer? Nous sommes très attentifs et nous travaillons beaucoup avec le METI. Je peux confirmer ici l'attention de Bruno Le Maire sur les entreprises de taille intermédiaire. Notre obsession aujourd'hui, c'est de consolider nos ETI et les internationaliser. Nous avons en France effectivement un capitalisme familial, mais qui n'a pas la même ampleur, disons la vérité, qu'en Espagne ou en Italie. Non, mais sur les entreprises, et il faut effectivement regarder le sujet. Et je sais que Bruno Le Maire, sans rien déflorer, en parlait encore avec eux hier soir. Donc je peux vous assurer qu'on a l'oreille tendue et qu'on écoute. Donc il faut s'attendre à des mesures là-dessus. On regarde très attentivement, effectivement, très concrètement. Aujourd'hui, les ETI, dans les 10 ans qui viennent, vous avez 1,6 million d'emplois qui sont accrochés aux cessions-transmissions de ces boîtes. Si on les loupe, c'est simple, c'est 1,6 million de chômeurs potentiels. Puisque vous parlez de l'aspect de l'entreprise en elle-même, l'objet social de l'entreprise, fameux débat, ici même, je recevais Jean-Dominique Sénard, Nicole Notat, qui ont fait ce rapport. On sent quand même, ça bouge un peu du côté du MEDEF, même s'il y a beaucoup de réticences, mais on a entendu le discours du nouveau président. Cela dit, dans la loi Pacte, l'objet social de l'entreprise, ça va un petit peu moins loin que ce à quoi on pouvait s'attendre. Est-ce que les députés, est-ce que vous allez modifier peut-être l'objet social? Ça, c'est un peu pareil que pour les privatisations ou pour les seuils. On n'en parlait pas il y a 2 ans, nous on le propose de le faire, on va le faire. On a déjà une attaque au démarrage à base de on va pas assez loin. On a déjà le courage de le faire. Point 1. Point 2. On touche là quand même au code civil. Non, mais il y a un rapport qui a été demandé. Oui, mais il y a un rapport qui a été demandé. Est-ce bien sûr, mais les recommandations de ce rapport ou pas? Ah oui. Alors, nota Sénart, tout nota Sénart, et j'ajouterais rien que nota Sénart. C'est un travail formidable qui a été fait par des gens qui ont l'expérience nécessaire. Il faut qu'on crée ces possibilités. En revanche, et c'est important, et d'ailleurs je salue les collaborateurs de la garde des Sceaux et de la chancellerie, vous savez, c'est un travail techniquement au plan juridique qui est extrêmement complexe. Si on ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore et au contentieux. Donc techniquement, la solution que nous proposons, juridiquement, elle doit être tenue, c'est la ligne de crête sur laquelle la majorité tiendra, parce qu'elle fonctionne et qu'elle ne met aucunement en risque nos entrepreneurs. C'est ça qui est important. Oui, à votre avis, s'il fallait, puisque vous travaillez ce texte depuis longtemps, Olivier Grégoire,
s'il faut peut-être le faire bouger un peu à la marge, ou sinon vous servez quand même à quelque chose, les députés, la majorité. Je vous confirme. On a plus de 2000 amendements, donc je vous confirme. Oui, il y a plus de 2000, absolument. Mais j'imagine pas que de la République En Marche, hein. Il y a aussi d'autres amendements. En l'occurrence, il y en a combien de la République En Marche du reste? Écoutez, c'est à peu près... il y a un peu plus de discipline que sur les précédents un tiers, textes. deux tiers. Un tiers République En Marche, 2 tiers des oppositions. Notre objectif, c'est de converger au maximum et vous verrez qu'on portera beaucoup en groupe. C'est aussi ce que j'ai souhaité aux côtés du rapporteur général, qu'on puisse porter au maximum en groupe et le moins possible d'amendements individuels. Le rapporteur, c'est Roland Lescure. Exactement. Qui sera mon invité bientôt, c'est pour ça que je vais le voir. Est-ce que s'il faut donner une inflexion à ce texte, certains disent qu'il faut un texte plus social, mais en même temps, est-ce que ça va peut-être C'est un texte qui est déjà... la philosophie de ce texte, c'est un texte qui est déjà business. très social. Oui, mais on peut être business et social. Je veux dire, ce qui est relatif à l'intéressement, à la participation est quand même assez remarquable. Je pense qu'il y a 2 sujets qu'il faut avoir à l'esprit et nous serons force de proposition. Il y a le sujet dont je vous ai parlé sur cette question c'est un peu technique, mais de privilèges et de capacité à injecter de l'argent et des financements sur des entreprises en reprise. Oui, ça c'est un sujet sur lequel non, mais il y a de l'emploi derrière, parce que plus on pérennise des boîtes en reprise, plus on crée de l'emploi aussi. Non, moi je pense que sur les seuils, nous avons un rapporteur, Denis Sommer, qui a une très belle expérience puisqu'il a été vice-président de région sur ces sujets économiques. Nous sommes vigilants sur... Et je suis la première à dire oui, libérer sur les seuils, oui, le gel sur les 5 ans. Et on est très vigilant pour peut-être encadrer le dispositif pour qu'il n'y ait pas d'abus. Et ça, socialement, la majorité... Oui, c'est-à-dire qu'on passe à 55 et puis après, à 4 ans et demi, on redescend à 49. Et Bruno Le Maire est attentif à ce qu'on dit sur le sujet. Donc ça, on est vigilant. Comment peut-on faire? Comment vous pouvez faire? Assez simplement, il y a des amendements qui sont portés, qu'on est en train de finaliser. Par exemple, j'ai pas les amendements. On peut envisager, par exemple, de contraindre à ce que ce soit, c'est pas écrit dans le texte, une année pleine et entière. Typiquement, il faut préciser qu'on parle d'année pleine et entière. On peut aussi envisager d'avoir des amendements qui empêchent la filialisation. J'arrive à 48, j'en embauche 5, puis je crée une filiale pour éviter d'avoir le dégel. Donc ça, comptez sur nous pour être vigilants. Donc on anticipe de légers risques là-dessus et la majorité sera force de proposition en termes de non-abus. Et on regarde ça de près. Vous aurez aussi pas mal de propositions de la majorité et non des moindres sur le volet social des entreprises à mission. Oui, avec un statut émission. Avec très certainement un statut. Et je dois dire que les parlementaires de la République En Marche, notamment de la commission spéciale et de la commission des lois, font des propositions fort intéressantes. Et vous aurez des propositions fortes aussi très certainement sur les administrateurs salariés. Nous devrions pousser un peu le gouvernement à peut-être aller plus loin. Aller un peu plus loin. Il y a aussi le budget 2019, oui. Parce que vous êtes en charge de la loi Pacte, mais vous êtes aussi une députée, oui. Olivia Grégoire. À la commission des budget finances, 2019, est-ce que quelque part vous n'avez pas été, comme beaucoup, comme certains ministres, même un peu déçus par ce budget 2019, qui n'est pas un budget de transformation, qui est plus un budget un peu dans l'urgence face à une situation budgétaire qui se complique? Alors, déçu, non. Et là, je serai dans la droite ligne de ce que dit notre whip, comme on dit, Amélie de Montchalin, puisque je siège à la commission des finances. Oui, elle est venue ici, mais d'abord, on est sur un budget pluriannuel, on l'a dit l'année dernière. Donc, si vous voulez, moi, ce qui est dans le budget cette année, non, mais en rien, je ne suis étonné, puisque je connais la trajectoire sur 5 ans et on l'a annoncé l'année dernière. Deuxièmement... Vous n'avez pas été étonné quand même, parce qu'on n'est pas dans la transformation, là. Enfin, vous avez beau le dire, on n'est pas dans la transformation. Trouvez-moi une mesure qui est dans la transformation. Après, la réponse que vous avez tous, ou toutes en l'occurrence. Moi, la réponse, je puisse faire la mienne. Oui, voilà, c'est ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire, on est dans un engagement pluriannuel. Donc, on met sur l'ensemble du quinquennat. Et je vous ai parlé du temps long, et c'est la malédiction du politique. En revanche, vous ne me ferez pas dire que la réforme du logement, la réforme de la formation pro, la réforme de l'assurance chômage qui arrive, des retraites, budget 2019. sont pas des réformes structurelles. Oui, non, mais on les fait. Oui, mais c'est pas la question que je posais. Ma question, c'est sur le budget 2019, tel qu'il a été présenté par le Premier ministre. Écoutez, moi, je trouve que c'est un budget qui est courageux. C'est un budget qui est, je ne vais pas me répéter pluriannuel, mais c'est un budget qui est en accompagnement de ces réformes structurelles. Et quand j'entends, parce que vous l'avez dit aussi, c'est du rabot ou du je sais pas quoi, et il n'y a pas de réforme structurelle, moi je suis désolé, je m'insurge en faux contre ça. Nous sommes en plein dans la réforme structurelle, et d'ailleurs on le paye un petit peu en termes d'impopularité. Mais on a le courage d'y aller. Donc je pense que le budget, il est celui qu'on a présenté l'an dernier, on va maintenir nos trajectoires, et en même temps, on est en train d'aller chercher au plus profond les transformations structurelles. Mais retraite ou assurance chômage, ça n'est pas rien comme réforme. Mais on voit bien que en même temps, c'est un petit peu compliqué à tenir avec des données budgétaires. Les gens qui cherchent la facilité ne doivent pas faire de politique. Voilà ce que merci beaucoup, Olivia Grégoire. Donc, vous l'avez compris, la présidente de cette commission spéciale en charge de la loi Pacte que vous connaissez absolument sur le bout de vos doigts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.